Vous avez plus de 200 lecteurs et lectrices, Félicité Herzog. Vous êtes venu à l'écriture avec un héros pour, disiez-vous, régler une dette que vous pensiez avoir vis-à-vis de votre frère aîné, mort précocement. Mais votre famille, il en est encore question dans ce troisième roman, Une brève libération, paru en août aux éditions Stock. Comme vous le voyez, je l'ai lu, noté, souligné. Alors, vous projetez, on va essayer de résumer, parce que c'est une histoire vraie, et néanmoins, vous l'avez écrite comme un roman, mais il est vrai que c'est un roman. Ce sont deux familles très différentes, les Cossé-Brissac, grands bourgeois, qui vivent pendant l'occupation de Paris, en plein dans la collaboration, totalement. Ils reçoivent tous les collabos, mais les collabos de grand style, Drieux-La Rochelle, Sacha Guitry, Paul Ils sont au Morand. cœur du système vichiste parce que May, qui est donc la duchesse de Brissac, est la meilleure amie de José Laval, dont le père était le président du Conseil et au pouvoir avec Pétain. Mais ils font des mondanités, ils ne sont pas malheureux. Ils acceptent parfaitement l'occupation nazie. Mais la vie sous l'occupation à Paris, c'est pas la même pour tout le monde. Non, je sais Et bien. pour ce cénacle, ce sont des personnalités qui veulent s'associer complètement à l'Allemagne. Donc il y a vraiment un alignement, disons, sur la politique hitlérienne, ce qui n'est pas toujours dit. Parce que le mot collaboration, c'est un peu un mot valise, on y met plein de trucs. Mais là, vraiment, on parle de personnalités qui ont décidé littéralement de fusionner avec l'Allemagne nazie. Sauf qu'il y a une jeune femme, votre mère, Marie-Pierre, qui n'est pas du tout d'accord. Et en fait, c'est l'histoire de Marie-Pierre qui, finalement, arrive à se libérer. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle une brève libération. Sauf qu'elle n'est pas si brève que ça, elle aura duré. Pour J'y reviendrai. On va y venir. Et pour rencontrer, c'est ça qui est merveilleux, l'exact contraire de la famille Cossé-Brissac, c'est-à-dire les Nora, la famille Nora, et Simon Nora, un jeune homme valeureux, bardé de diplômes, et qui rentre dans la résistance. Et les circonstances font, allez-y, racontez-nous, que ces deux êtres que tout sépare, socialement, politiquement, tout, se rencontrent et que c'est la fusion immédiate. C'est vraiment un coup de foudre, elle le raconte très bien. Alors pour écrire ce livre, j'ai eu quand même accès à des documents. Ma mère m'a passé son journal, j'ai eu accès à des inédits, à des correspondances. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître toutes sortes de documents, aussi des archives. Ça peut paraître très lointain, la guerre, mais je pense que les enfants avaient des difficultés à livrer certaines informations sur leurs propres parents. Et donc, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qui maintenant font un peu la lumière sur ce qui s'est passé pendant cette période horriblement délicate. Oui. Et donc, ils se rencontrent, ils s'aiment. Mais c'est un coup de foudre. C'est un coup de Total, foudre absolu. D'ailleurs, à tel point qu'ils avaient besoin d'aller au cinéma pour simplement respirer et arrêter d'être amoureux de manière complètement fusionnelle, ce qui est quand même physique, extraordinaire. Et ils allaient au cinéma pour ne pas faire l'amour. Ils allaient au cinéma pour juste faire autre chose que se regarder les yeux dans les yeux. Oui, bien sûr. C'est fascinant. Ah non, Ouais, mais le c'est cinéma, extraordinaire. c'est fort quand même. Comme quoi, le cinéma, c'est quelque chose d'assez fort. Oui, En absolument, fait, c'est finalement, envoûtant, mais l'amour, ça vous donne la mesure, disons, de la force de leur amour. Et ils viennent de deux mondes qui sont à l'opposé et puis qui se méprisent cordialement, voire qui se haient, parce que la famille de Marie-Pierre, enfin les parents de Marie-Pierre, Votre mère militaient, donc May et Pierre militaient pour donc le vichisme, la destruction des Juifs. On est dans des choses qui sont très, très difficiles quand même et que j'ai découvertes. Je ne les connaissais pas forcément. Et ça, votre maman vous a beaucoup aidé. Alors elle m'a raconté, c'était une légende évidemment dans laquelle j'ai grandi, cette histoire d'amour incroyable, qu'elle se soit affranchie à 21 ans. En quittant tout pour cet homme. Mais je savais juste la surface. Quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit d'une espèce de mécanique absolument terrible, à la fois du régime de Vichy et puis des différents statuts des Juifs. Et puis, il a fallu que j'en vienne au Vercors. Moi, je n'avais jamais mis les pieds au Vercors, je ne connaissais pas du tout. Vous y êtes allé? Donc j'y ai été. Pour décrire le maquis du Vercors. J'ai eu l'aide d'un historien spécialiste dans les maquis du Vercors. J'ai découvert une grotte qui s'appelle la grotte des Fées,
qui est une archi difficile à trouver, et dans laquelle Simon Nora et ses 6 autres compagnons se sont cachés. En juillet 1944, il y a une très grande offensive militaire allemande sur le maquis du Vercors. Ils se sont cachés et ils ont essayé de survivre. Et Simon Nora a rencontré à cette occasion un homme qui était très célèbre à l'époque, mais qui était sous pseudonyme, puisqu'on était en résistance, qui s'appelait Goderville. Et qui est Jean Prévost. Et qui en fait s'appelait Jean Et Prévost. Jean Prévost est un des grands héros aussi, un peu sous-estimé, et pas assez connu d'ailleurs, hein, de la résistance et de la littérature même. Oui, des Très bon deux. écrivain. Un journaliste, touche à tout, tête dure, un type assez incroyable. Mais revenons à Marie-Pierre, c'est des détails passionnants. Page 171, vous racontez comment les parents de Marie-Pierre, Cossé-Brissac, les collabos, hein, voulaient absolument qu'elle trouve un bon fiancé. Donc ils vont présenter Régnier de Monaco, le prince d'Édimbourg, Philippe d'Édimbourg, qui a été pressenti aussi. Et puis, quelques mois plus tard, Jean d'Ormesson. Et alors, il y a une rencontre entre d'Ormesson et Marie-Pierre que vous racontez avec beaucoup d'humour et beaucoup de détails. Ça, c'est votre maman qui a dû vous le dire. Où, en fait, elle le trouve énigmatique, insaisissable, mais il ne lui plaît pas physiquement, c'est ça? Et Jean d'O est très vexé. Il est furieux. Et au pied de l'escalier monumental qui était dans l'hôtel particulier que j'ai connu d'ailleurs, du 36 Robert Ier, qui était donc la demeure des Cossé-Brissac, il dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je les aurai toutes. Il est parti absolument vexé comme un pou. Et il les a eues d'ailleurs. De fait. Marie-Pierre n'était pas la première. Et ça n'a pas été la dernière. Exactement. Non, mais ce qui était passionnant aussi, c'est que, donc, à un moment donné, il faut bien qu'ils ont envie de se marier. Et là, les Cossé-Brissac n'en veulent pas. Ah oui. La libération a eu lieu. Ils ont eu toutes sortes de problèmes, évidemment, à cause de la libération, à cause de leur collaboration. Néanmoins, ils demeurent quand même une puissance. Les Cossé-Brissac, c'est la grande bourgeoisie française. Et Simon demande la main de Marie-Pierre, avec une lettre. Parce que tout ça, ça se passe par des lettres à l'époque. Hein. On s'écrit. Et le duc de Brissac lui répond en disant qu'ils ne sont pas du même village. Oui. Ce qui est une manière de dire vous êtes juif et il est simplement hors de question qu'on vous accorde la main de notre fille qui est un très grand parti. Nos villages, écrit-il, parce que vous avez récupéré toutes les lettres, vous. Hein. Formidable. Page 281, monsieur, hein, c'est monsieur. J'ai bien reçu votre lettre, me demandant la main de ma fille. Il termine en disant « Nos villages, si je puis dire, sont trop éloignés pour que je puisse jouer gagnant cette union. » Tout ça est écrit dans un français impeccable. Hein. Hein, on s'envoie des scuds, mais dans un français tout à fait... À quoi Nora répond. Hein. Il y a toute une série de lettres, et puis finalement, ils n'en ont rien à faire. Hein. Ils vont se marier. Hein. Oui, ils vont se marier, mais ils vont devoir quand même surmonter des embûches absolument incroyables. On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'on se heurterait à de telles difficultés pour épouser l'homme qu'on aime. Et pourtant, aujourd'hui, dans certains univers, les filles sont mariées d'office. En tout cas, en 1946-47, il était hors de question pour une jeune fille de la bonne société, disons, alors qu'il n'y avait pas de contraception, que les femmes ne travaillaient pas, de ne pas épouser un homme qui avait l'accord, l'agrément de ses parents. Et par pur antisémitisme. C'était pas pour d'autres raisons. Certes, il n'avait pas d'argent, mais Jean d'Ormesson n'était pas forcément non plus... n'avait pas de fortune considérable. Jean d'O n'a pas tellement brillé, d'ailleurs, pendant l'occupation. On ne l'a pas beaucoup vu, hein. Oui, mais en fait, il n'a pas... Je crois qu'il a surtout étudié, il était anormal. Mais donc, voilà, il y a eu vraiment un complot, une sorte de machination qui a été établie par les parents de Marie-Pierre, avec l'aide du docteur Ménétrel, qui était le médecin du maréchal Pétain, qui arrivait avec des tas de flacons de toutes les couleurs et qui ressemblait à un diable, selon les mots de ma propre mère. Et il la drogue. Et alors là, il se passe quelque chose. Oui, non, c'est dramatique. Hein. Et tout ça est totalement authentique. C'est complètement authentique. Alors, il a fallu tout reconstruire parce que, en fait, c'est là où vous faites votre œuvre de romancière. C'est un travail de romancier quand même, parce que vous avez quand même imaginé des endroits où vous n'êtes pas allé. Donc, il y a toutes sortes de descriptions qui ne sont pas... Mais néanmoins, on est là avec la vérité. Par exemple, quand vous faites dire au père de Simon, Nora, qu'il n'y arrivera pas, elle ne pourra pas t'accompagner, dit-il. Les représailles de ces gens-là seront terribles. Ils conserveront le bras long passé l'épuration
Tu ne mesures pas leur capacité de nuisance, leur infiltration des milieux de pouvoir. Le général n'osera même pas aller plus loin. La France de la collaboration n'a pas dit son dernier mot. Ça, ces termes-là, c'est pas vous qui les avez inventés. C'est moi. Si ah oui. Non, ça c'est moi. Ouais. Non, mais j'ai pas... bien sûr, j'avais des éléments, mais les journaux sont très elliptiques. Le journal de ma mère de 1942-43, il est en petits lambeaux, il a fallu déchiffrer ligne après ligne. Il y a beaucoup d'historiographie, il y a des lettres, mais ensuite il a fallu resynthétiser, reprendre, se mettre à la place des personnages, se mettre à la place de Gaston Norat, qui était un médecin très très prestigieux à Paris, qui était resté à l'hôpital Rothschild. Comment est-ce que lui voyait les choses? Et c'est vrai que je mets dans sa bouche des réflexions aussi que j'ai. C'est que le général de Gaulle, à la Libération, a procédé certainement à une forme d'épuration, mais c'est quand même limité à quelques têtes d'affiche, si j'ose dire, parce que face aux Américains, ils ne pouvaient pas non plus tout casser en France. Mais voilà, c'est un long débat. Oui, mais c'est un roman vrai. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, puisque c'est un roman, puisque leur histoire est totalement romanesque, non? Oui. D'ailleurs, il y a 3 ans, quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, c'était après une discussion avec un ami, je raconte cette histoire et je sors de cette conversation et je me dis, mais il faut absolument que je la raconte. C'est évident, c'est juste devant moi. On m'a toujours raconté cette histoire. Il faut que ça devienne un roman parce que ça l'est par nature. Par les dernières lignes, Paul, c'est l'amant. L'amant a reçu une lettre de Mai, Mai c'est la maman. Oui. Marie-Pierre s'était mariée le 7 janvier en Isère. La presse de Paris l'avait annoncé le soir même. Pierre, le père Collabo, enfin ex-Collabo, était anéanti, et elle aussi. Et ça se termine comme ça. Vous avez le goût de la chute, là. Il faut toujours une chute dans un livre. J'ai hésité à écrire une postface parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois mariée, elle est convoquée par le notaire de la famille qui lui dit que la famille ne lui parlera plus jamais. Parce qu'à cette époque, c'est ce qu'on faisait, on coupait. Et qu'elle aura droit à son collier de perles et à son cheval. Ouais. Puis c'est tout. Et elle n'a pas vu sa famille pendant 10 ans. C'est intéressant, on va en parler, Clara, tout à l'heure avec vous, parce qu'il y a quelques correspondances entre vos 2 bouquins. On va observer une pause publicitaire et ensuite on vient à vous, Clara Bénador, et à vous, Roxane. À tout de suite.